Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Histoires électroniques. Et bien dans cette vidéo, on va se consacrer de nouveau aux pionniers et pionnières de la musique électronique. Dans un premier épisode, on s'était intéressé aux pionniers français. Et bien on va élargir notre horizon et on va aller de l'autre côté de la Manche et même de l'Atlantique pour parler d'autres pionniers qui ont popularisé les musiques électroniques dans les années 60 et 70. On va parler évidemment de tubes que vous connaissez comme Popcorn, Orange Mécanique ou encore le thème de Doctor Who. Dance with me, move your body, your dance with me. Alors commençons tout simplement par ce qui est considéré comme le premier tube de musique électronique au monde. C'est bien sûr le tube Popcorn du groupe Hot Butter, sorti en 1972. Numéro 1 des ventes en France, numéro 1 des ventes en Allemagne, numéro 5 au Royaume-Uni, top 10 aux États-Unis. Évidemment, vous connaissez forcément cette petite mélodie. Mais rendons à César ce qui appartient à César, cette version de Hot Butter n'en est qu'une parmi les centaines qui existent de Popcorn, ce morceau composé à l'origine par Gershon Kingsley. Gershon Kingsley, c'est un juif allemand qui a fui le régime nazi, qui s'est installé aux États-Unis et qui a commencé une carrière de musicien. Il va très vite s'intéresser au potentiel de la musique électronique. Gershon Kingsley fait la connaissance de Robert Moog, l'inventeur de ce qu'on considère comme le tout premier synthétiseur au monde, le Moog. Il est fasciné par cette machine, qu'il va en acheter une immédiatement et il va commencer à composer dessus. Il va faire un duo avec un autre pionnier dont on a déjà parlé évidemment dans la première vidéo, c'est le français Jean-Jacques Perrey. Ils vont faire l'album Kaleidoscopic Vibrations, intégralement composé au Moog, on en a déjà parlé dans la première vidéo. Et puis ensuite, il va se lancer en solo, il va faire son propre album de reprise avec toujours un Moog, ça s'appelle Music to Moog By en 1969. C'est une reprise de morceaux connus, de morceaux de musique classique, par exemple de Beethoven, mais surtout, il y a une petite composition, un petit morceau de 2 minutes qu'il a fait lui-même, qu'il a composé lui-même. C'est le fameux Popcorn, la version originelle, qui, pour l'époque, passe assez inaperçue. Mais ce qui va faire la renommée de ce morceau, eh bien, ce sont les tournées. Gershon Kingsley fonde le First Moog Quartet, qui est un quartet de 4 musiciens qui jouent tous sur des Moog en simultané. Comme Jean-Jacques Perrey, il fait des tournées qui sont assez appréciées. Les gens sont assez fascinés par ces nouveaux instruments à l'époque. Et dans ces tournées, il y a toujours un petit morceau qui remporte un grand succès. C'est le fameux Popcorn. Et bien du coup, l'un des membres du groupe, Stan Free, décide de fonder son propre groupe. Ce sera Hot Butter et de faire sa propre version plus commerciale faite pour les radios. C'est le fameux Popcorn que tout le monde connaît aujourd'hui. Popcorn, c'est un énorme succès de la musique électronique. Il y a plus de 500 versions différentes qui existent. Même en France, à l'époque, il y a eu plusieurs versions. Alors, je vous passe les versions d'Yvette Horner ou de Antoine, le chanteur, qui a chanté par-dessus. Mais il y a un certain Jean-Michel Jarre, oui, qui, à l'époque, en 1973, sort sa propre version, qui connaîtra un petit succès en France. Alors, pas sous le nom Jean-Michel Jarre, mais sous le nom Popcorn Orchestra. Je vous passe évidemment la version de Crazy Frog, sortie dans les années 90 ou 2000, je crois. Et il y a aussi Aphex Twin qui a fait sa propre version du morceau. Premier gros succès de la musique électronique, donc. Ben pas tout à fait en fait, pas tout à fait, car avant, en 1969, il y a eu un autre énorme succès commercial d'un album intégralement composé au Moog, c'est le Switched On Back de Walter Carlos.
dire Walter Carlos? Pas tout à fait, plutôt Wendy Carlos. Wendy Carlos est une compositrice née en 1939 qui a fait sa transition de genre à l'âge de 34 ans. D'ailleurs, elle a longtemps masqué sa transition de peur que cela nuise à sa réputation, à sa carrière ou qu'elle soit l'objet de railleries ou de moqueries. D'ailleurs, à l'époque de Switched on Back, elle a dû faire détourner sous le nom de Walter Carlos à l'époque alors qu'elle avait déjà fait sa transition. On parlera donc évidemment pour le reste de cette vidéo de Wendy Carlos et tous ses albums ont bien entendu été réédités sous son nom. Cette précision, certes importante, mise à part, Wendy Carlos est l'une des compositrices les plus importantes de la musique électronique, au même titre que Kraftwerk par exemple ou que le français Jean-Jacques Perret. Ce n'est pas pour rien qu'elle figure au générique de cette chaîne. Son projet de l'époque, Switched on Back, se veut un vrai projet de musique électronique. Effectivement, à l'époque, elle trouve que la musique électronique, et elle le dit elle-même, est ugly, moche. Ce sont effectivement plutôt des projets avant-gardistes, expérimentaux, et elle veut faire un album qu'on puisse écouter chez soi tranquillement et qui soit agréable à l'écoute. Elle va donc reprendre des compositions de Jean-Sébastien Bach intégralement avec un synthétiseur Moog. Cet album lui demandera 5 mois de travail et plus de 1000 heures de production. C'est un album exceptionnel à plusieurs titres. Déjà dans sa réalisation, le synthétiseur Moog est un synthétiseur monophonique. Monophonique, ça veut dire que vous ne pouvez jouer qu'une seule note à la fois. Imaginez reprendre des compositions de Jean-Sébastien Bach avec un seul doigt au clavier, c'est tout simplement impossible. Et donc ce qu'elle va faire, elle va enregistrer sur bande des bouts de composition, note par note. Elle va enregistrer une série de notes, puis une autre série de notes qu'elle va superposer pour que ça fasse à la fin des accords. C'est extrêmement compliqué. À l'époque, on travaille sur bande magnétique. Il n'y a pas de possibilité de caler les morceaux ou de faire varier la vitesse. Elle doit donc utiliser un métronome pour s'assurer qu'elle tape les notes au bon moment pour recréer les accords complets au piano de Jean-Sébastien Bach. Et puis, pour simplifier la chose, comme si c'était pas déjà assez complexe comme cela, le synthétiseur Moog est une machine capricieuse à l'époque, c'est un des premiers synthétiseurs au monde qui se dérègle très rapidement, les notes ont tendance à changer d'octave, et oui, à se dérégler au fur et à mesure de l'utilisation, et ça va même très rapidement, on peut enregistrer en général que 4 ou 8 ans avant que la machine se dérègle, et c'est ce qu'elle va faire, elle va enregistrer les compositions par tranche de 4 ou 8 ans, note par note, qu'elle va superposer au final. C'est un travail titanesque qui demandera donc plus de 1000 heures de production. Elle aura son propre studio d'enregistrement chez elle. À l'époque, c'est impensable de louer un studio d'enregistrement pour faire ce travail-là. Vous vous rendez compte, 1000 heures de post-production en termes de coût, c'est absolument déraisonnable. Ça aurait été impossible de faire un album dans un studio professionnel. Elle a donc son propre studio. Mais non seulement cet album est donc une performance technique considérable, mais c'est aussi un album d'une qualité irréprochable, considéré comme l'un des meilleurs albums de musique classique de tous les temps. Même le pianiste Glenn Gould, un grand spécialiste de Bach, dira que c'est un exploit de l'interprétation au clavier. Et Giorgio Moroder lui-même considère que cet album lui a donné envie d'acheter un Moog et de faire de la musique électronique. Mais au-delà de ses qualités intrinsèques, c'est aussi un énorme succès populaire. L'album est 10e des ventes aux États-Unis, tout album confondu. Il restera 59 semaines dans le classement Billboard et dans le classement de musique classique, il sera numéro 1 des ventes d'albums de musique classique pendant, tenez-vous bien, 36 mois, 3 ans d'affilée, il sera numéro 1 des ventes. C'est tout simplement le 2e album de musique classique le plus vendu au monde. Et oui,
Oui, oui, musique classique. On considère cet album comme de la musique classique, mais il n'en est pas moins qu'il est composé au MOOC, c'est donc de la musique électronique aussi, et cet album fera rentrer la musique électronique dans les foyers de millions d'auditeurs. La carrière de Wendy Carlos, évidemment, ne s'arrête pas là, elle va faire d'autres projets comme ça du même type, et puis surtout, son œuvre la plus connue, c'est la bande originale du film Orange Mécanique. Elle va soumettre à Stanley Kubrick sa réinterprétation de la 9e symphonie de Beethoven, toujours au synthétiseur. Stanley Kubrick est sous le charme, il va lui demander de composer intégralement la bande originale du film. Sa collaboration avec Stanley Kubrick ne s'arrêtera pas là, elle va aussi composer à l'aide d'un autre artiste la bande originale du film Shining, mais alors là il y a une déconvenue, lors de la première projection Stupeur, Stanley Kubrick a viré 80% de la musique pour faire appel à un autre compositeur, il ne gardera que 2 morceaux de Wendy Carlos. Wendy Carlos qui songe dans un premier temps à porter plainte contre Stanley Kubrick, mais il n'y a eu aucun contrat écrit, tout ça s'est fait à l'oral, et donc la plainte est irrecevable. Et puis Wendy Carlos va aussi travailler pour un autre film, un film phare de la culture geek et de la culture électronique, c'est Le Trône de Disney en 1982. La bande originale du film est signée Wendy Carlos. Histoires électroniques, c'est bien sûr cette chaîne YouTube à laquelle vous êtes bien entendu abonné, mais c'est aussi un compte Instagram, c'est une playlist, c'est aussi un index et un annuaire de tous les artistes et morceaux, et enfin un Patreon qui permet de soutenir financièrement cette chaîne en échange de bonus exclusifs. D'ailleurs, toujours en parlant de femmes et de musique électronique, il y en a une autre pionnière, anglaise cette fois-ci, qui fera rentrer la musique électronique dans le domaine populaire, c'est Delia Derbyshire avec son thème de la série Doctor Who. Ce thème de Doctor Who, c'est tout simplement le premier générique d'une émission télévisée intégralement composé de manière électronique. On est en 1963, c'est l'un des thèmes les plus célèbres de la télévision britannique, encore utilisé aujourd'hui dans la saison de 2023, même s'il a été retravaillé plusieurs fois. C'est Ron Gaynor qui a composé ce morceau, mais elle l'a interprété à sa façon. Elle travaille à la BBC et elle va utiliser les techniques de la musique concrète développées en France. À la BBC, ils ont à peu près le même groupe de recherche que à Radio France. Elle va utiliser des bandes magnétiques qu'elle va triturer, qu'elle va travailler, qu'elle va jouer à l'envers, qu'elle va ralentir, qu'elle va accélérer. Tout comme Wendy Carlos, elle va composer note par note, elle va réassembler tout ça, ça donnera le fameux thème de Doctor Who. Sa version va être utilisée pendant 17 saisons jusqu'en 1980. Malheureusement, Delia Derbyshire ne connaîtra pas la carrière de Wendy Carlos, elle va rapidement tomber dans l'oubli pour plusieurs raisons. Déjà, son interprétation de Doctor Who, aussi impressionnante soit-elle, Ron Gaynor, l'auteur lui-même de la musique, souhaite qu'elle soit co-créditée, tellement il est impressionné par ce qu'elle a fait. Ce n'est pas le cas, c'est contraire aux règles de la BBC, il faudra attendre 50 ans, il faudra attendre les 50 ans de la série Doctor Who pour que son nom apparaisse enfin au générique de l'émission. Et puis si elle va continuer à faire beaucoup de génériques d'émissions de télé et des sons, elle va être très populaire au Japon et au Royaume-Uni par exemple, elle sera même citée par des gens comme Aphex Twin ou les Chemical Brothers comme une source d'inspiration. Elle va progressivement se détacher des musiques électroniques jusqu'à carrément lâcher l'affaire dans les années 70. En fait, la tournure que prennent les musiques électroniques ne lui plaît pas, tout comme le français Pierre Henry qui va se détacher de la techno et de tous ces genres musicaux. Elle est plus dans la recherche, dans les expérimentations, et le côté commercial et populaire que prennent les musiques électroniques ne lui plaisent plus.
Mais il n'empêche que son thème de Doctor Who, tout comme Popcorn, tout comme Switched on Back, ont permis de faire rentrer les sons électroniques et la musique électronique dans la culture populaire. Ce thème a été réinterprété plein de fois et remixé plein de fois, bien évidemment, par des grands noms de la musique électronique, comme les KLF par exemple, on en a déjà parlé avec les Time Lords, mais aussi par exemple le groupe Orbital qui joue régulièrement sa propre version en live du thème de Doctor Who, ou encore l'artiste trans Giuseppe Ottaviani. Il reste encore bien d'autres pionniers de la musique électronique dont je ne vous ai pas parlé. Évidemment, on n'a pas encore parlé de Jean-Michel Jarre, on n'a pas parlé du mouvement Krautrock en Allemagne, avec Klaus Schulze, ou encore Manuel Gotchi, ou encore Kraftwerk, bien sûr. Mais ça sera l'objet d'autres vidéos. En tout cas, j'espère que cette partie-là vous a plu. Je vous donne rendez-vous prochainement. Et puis d'ici là, portez-vous bien. À ciao, bye bye. Et n'oubliez pas de vous abonner.